Je vais vous parler aujourd'hui d'un groupe de quelques jeunes gens, étudiants, auquel s'est adjoint un professeur de philosophie de l'université de Munich. Ce groupe s'est appelé lui-même la Rose Blanche et il représente au sein de l'institution universitaire et aux yeux de ce qu'on peut appeler l'opinion allemande, dans la mesure où elle est informée, elle l'a été parce que le procès qui leur a été intenté a fait du bruit, représente le premier groupe de résistance intérieure issu, on peut dire, du fond même de la population allemande et qui s'est opposé par des tracts, par des inscriptions sur les murs au régime nazi. Les dates sont ça commence en 1942 et ça se termine en 1943. Il faut comprendre que cette période connaît un tournant fondamental qui est la date du 2 février 1943, date de la capitulation de l'armée allemande à Stalingrad. Ce moment est tout à fait crucial et il va apparaître dans la courte histoire du groupe de la Rose Blanche, dans leurs tracts, dans le contenu de leurs tracts, parce que l'on passe avant d'une période, celle qui précède la défaite de Stalingrad, d'une période où une partie de l'opinion est encore convaincue que l'Allemagne peut gagner la guerre, à une période où la majorité de l'opinion inclut désormais la possibilité que l'Allemagne puisse ou même soit appelée nécessairement à perdre la guerre. Les membres fondateurs, je vais d'abord donner la liste des noms qui constituent le groupe de la Rose Blanche, et le premier nom qui apparaît, c'est celui d'Alexander Schmorell, qui était un étudiant en médecine qui avait 24 ans. Le second nom, celui de Christoph Probst, qui était étudiant en lettres, le seul du groupe à être marié, à avoir des enfants, et qui était un peu plus âgé, mais d'un an à peu près. Donc il avait, disons, 25 ans, pour simplifier. Willy Graf, lui aussi étudiant en médecine, un peu plus jeune qu'Alexander Schmorell. Sophie Scholl, qui était la sœur de Hans Scholl. Et enfin, Hans Scholl, étudiant en médecine, tous sont étudiants à l'université de Munich. La plus jeune du groupe était Sophie Scholl. Le plus âgé, comme je l'ai rappelé, était Alexander Schmorell. S'est adjoint, à partir d'un certain moment, à ce groupe, un professeur, le professeur Klaus Huber, qui lui avait
50 ans, professeur de philosophie à l'université de Munich, et qui avait une influence tout à fait significative par ses cours, et qui a certainement joué un rôle de mentor auprès des plus jeunes membres du groupe de la Rose Blanche. Je commencerai par rappeler simplement le déroulé des faits. Au printemps 1942, Hans Scholl et Alexander Schmorell, deux étudiants en médecine à l'université de Munich, décident de passer à l'action au printemps 1942. Ils sont indignés par le régime qu'ils connaissent, si j'ose dire, dont leur vie courante est traversée par le régime, bien entendu. Il faut savoir que dans les amphithéâtres, vous aviez des Gauleiter qui intervenaient, vous aviez des SS qui prenaient la parole pour expliquer le déroulement des opérations militaires, etc. Par ailleurs, ils étaient jeunes, mais suffisamment âgés pour avoir, à partir de 1933, été obligés de rejoindre les jeunesses hitlériennes, puisqu'il n'y avait pas le choix, c'était une obligation. Donc, ils avaient derrière eux, on peut dire, 9 ans d'une adolescence et d'un début de jeunesse marqué par le régime nazi dans la vie en quelque sorte civile de l'Allemagne en guerre. Au printemps 1942, sans doute sous l'effet de la diffusion des sermons de Monseigneur von Galen, l'évêque de Münster, qui avait le premier, de manière extrêmement violente, dénoncé le programme T4, qui est le programme de mise à mort des malades mentaux, de ceux qu'on appelait les arriérés mentaux, des enfants retardés, etc. Sans doute sous l'effet de la découverte de ces textes, il décide de fonder un mouvement qui s'appellera La Rose Blanche. C'est semble-t-il Hans Scholl qui a choisi le nom. On ne sait pas exactement à quoi il correspond, si c'est une lecture récente. Il y a un roman d'un auteur romantique allemand qui s'appelle Romance du Rosaire. On a pensé que c'était cela. On n'est pas certain. Leur action est très simple. Un appareil de renéotypie et la rédaction de tracts qu'ils comptent distribuer d'abord dans les cercles intellectuels de la ville de Munich. Et après, ils vont étendre leur champ de distribution à l'Allemagne du Sud et puis ensuite à d'autres, notamment à la ville de Hambourg, qui va jouer un rôle important, puisqu'un groupe, lui, se réclamant de la Rose Blanche, s'est fondé à Hambourg. De la fin juin à la mi-juillet 1942, la Rose Blanche d'abord distribue ces tracts, les envoie par la poste à des personnes dont ils pensent que ces tracts peuvent les intéresser. Chaque tract est accompagné de la demande que la personne qui le reçoit le fasse circuler. C'est une période
où il faut bien voir que, en ce qui concerne l'Europe, il se passe deux choses. Un, sur Terre, il ne se passe il n'y a d'affrontement qu'à l'Est, puisque à l'Ouest, les Anglo-Américains n'ont pas encore réussi à franchir la barrière que l'armée allemande leur opposait. Mais la deuxième chose qui se passe, c'est dans les airs, c'est-à-dire les bombardements qui commencent à être des bombardements continus et systématiques des villes allemandes. Je me permets de souligner ce point parce que le fait qu'il n'y ait d'action terrestre qu'à l'Est et que pendant toute une période, cette action terrestre semble réussir, Moscou semble sur le point de tomber, Leningrad semble sur le point de tomber, Stalingrad semble tenir fermement. C'est une période où l'opinion allemande moyenne est encore convaincue de l'invincibilité terrestre de l'armée allemande. Ces 4 premiers tracts sont à comprendre dans cet espace-là. Il ne s'agit pas de parler encore de défaite, mais il s'agit de dénoncer la politique du régime. Le sort des Juifs est évoqué, le sort des Polonais est évoqué, et c'est au cours de cette période que vont se joindre aux 2 fondateurs, Sophie Scholl, la sœur de Hans, qui était étudiante en biologie et philosophie, Kurt Huber, que j'ai mentionné tout à l'heure, Christoph Probst et Willy Graf. En juillet 1942, un événement très important se produit, c'est que Hans Scholl, Alexander Schmorell et Willy Graf, donc Hans Scholl que vous avez sous les yeux, Willy Graf que vous avez sous les yeux, et Alexander Schmorell sont incorporés dans la Wehrmacht comme infirmiers. Et ils sont envoyés sur le front de l'Est pour 3 mois. C'est une expérience absolument fondamentale parce que ce qui pour eux était encore de l'ordre de la rumeur est devenu une expérience directe, à savoir la guerre telle qu'elle se faisait à l'Est. En plus, en tant qu'infirmiers, ils avaient l'expérience de la blessure, de la mort, aussi bien des militaires que des civils. J'ajoute, ce qui va se révéler, je pense, important dans la suite des événements, qu'Alexander Schmorell était né en Russie d'un Russe allemand. Il y avait dans l'Empire russe des Allemands qui continuaient de parler allemand et de conserver en quelque sorte leur relation culturelle, intellectuelle avec le monde germanique. Et il se considérait lui-même comme binational, aussi bien russe qu'allemand. Il n'a donc à aucun moment admis que la Wehrmacht
est menée en URSS une guerre nationale, d'intérêt national pour l'Allemagne. Il a toujours considéré que c'était une guerre dirigée contre un peuple qui était le peuple russe. Et du coup, il n'a jamais admis, bien qu'il fût profondément croyant dans la religion orthodoxe, il n'a jamais admis que la Wehrmacht ait eu une quelconque mission d'intérêt, disons, universel, dirigée contre le bolchevisme. Pour lui, la question du bolchevisme était tout à fait artificielle, secondaire. C'est un point important parce que ça va le distinguer de, par exemple, Klaus Huber, qui, lui, considérait que la bataille contre le bolchevisme avait son importance propre. Mais j'y reviendrai. Sur la base de cette expérience, ces trois membres de la Rose Blanche qui ont fait la guerre, qui ont été sur le champ de bataille, entrent en contact avec d'autres groupes de résistance, et notamment avec l'organisation qui porte le nom de Harnack-Schulze-Boysen, du nom de ses fondateurs. Ils entrent en relation avec Falk Harnack, qui est le frère de Arvid Harnack, fondateur de cette organisation, qui vous est certainement plus connu sous le nom de l'Orchestre Rouge. Autant on peut dire que dans la première partie de sa courte existence, la Rose Blanche n'a aucune relation avec ce qu'on peut appeler la résistance d'inspiration marxisante, pro-communiste, ou en tout cas prête à un compagnonnage avec le marxisme et le communisme, autant ce n'est plus vrai à partir du moment où Hans Scholl, Schmorell et Willy Graf reviennent du front de l'Est. Cette relation avec Falk Harnack est un point tout à fait fondamental pour mesurer ce qui va être la différence, l'évolution entre les tracts qui précèdent ce retour et les tracts qui suivent. Au cours de l'hiver 42-43, disons en janvier, pour aller vite, début janvier, un 5e tract est rédigé avec la participation du professeur Karl Huber. Et ce 5e tract est intitulé « Appel à tous les Allemands ». Autrement dit, on change d'échelle du point de vue de la référence. Les 4 premiers tracts s'adressent aux intellectuels. Le 5e tract s'adresse à l'ensemble de la population allemande. Bien entendu, la diffusion du tract ne touchera pas l'ensemble de la population allemande, mais la destination, en quelque sorte, solide de référence de ce 5e tract, c'est bien l'ensemble de la population allemande. Et il contient des propositions, plus exactement, d'ordre politique, sur lesquelles je voudrais revenir tout à l'heure, et qui permettent de comprendre quelque chose de l'Allemagne d'après 1945,
c'est-à-dire l'Allemagne qui s'est voulue de plus en plus résolument pro-européenne. Ce 5e tract a été diffusé d'abord dans la nuit du 28 au 29 janvier à Munich, et au cours du mois de février, ou plus exactement au début février, Sophie Scholl dépose des tracts en plein jour dans le centre de la ville. Autrement dit, elle sort en quelque sorte de l'abri que lui donnait l'enceinte universitaire ou la diffusion par voie postale. Arrive ce que j'évoquais, à savoir la défaite de Stalingrad. Le 2 février 1943, à ce moment-là, tout change du point de vue de l'opinion allemande, et c'est ce qui est marqué dans le 6e tract, qui a été rédigé essentiellement par le professeur Kurt Huber, Hans Scholl et Alexandre Schmorell. Ce 6e tract est adressé aux étudiants. Donc il y a une différence. Alors que le 5e est adressé à l'ensemble des Allemands, le 6e est adressé aux étudiants. Et ce tract commence par l'affirmation que l'Allemagne a perdu la guerre. C'est cela le point qui marque la conséquence de la défaite de Stalingrad. Et pourquoi s'adresse-t-il aux étudiants? Et tout simplement parce que les étudiants, dans cette configuration, ce sont de futurs soldats. C'est-à-dire que l'Allemagne, si elle continue d'être dirigée par Hitler, si le pouvoir de Hitler n'est pas renversé, cela veut dire que la guerre va continuer, qu'elle va être perdue, que la guerre continuant, tous ceux qui sont étudiants au moment où le tract est diffusé vont être incorporés dans l'armée et vont subir le sort de ceux qui ont été vaincus à Stalingrad, soit morts, soit prisonniers. Le 18 février 1943, Hans Scholl et sa sœur Sophie déposent plusieurs centaines d'exemplaires de ce 6e tract dans les locaux de l'université de Munich. À plusieurs endroits de l'université. Alors qu'ils sont sur le point de partir, le concierge les aperçoit et fait fermer toutes les issues. La Gestapo est prévenue, elle les arrête et ils sont emmenés à la prison de Wittelsbach, c'est-à-dire le palais, l'ancien palais des rois de Bavière. Christoph Probst, chez qui l'on trouve un brouillon de tract qui avait été découvert également chez Hans Scholl, est donc arrêté à son tour. Et le 22 février 1943, donc ils sont arrêtés le 18 février, et le 22 février, ils comparaissent devant le tribunal du peuple et sont condamnés à mort. Les historiens considèrent maintenant comme pratiquement certains qu'ils ont été guillotinés. Il y a eu une discussion sur la question du mode d'exécution. Est-ce que c'était à la hache
ou est-ce que c'était la guillotine? Il semble bien que c'était la guillotine. Ils sont exécutés en fin d'après-midi du 22 février 1943. En avril 1943, sont arrêtés, jugés et condamnés à mort Willy Graf, le professeur Huber et Alexander Schmorell. Et à la fin de 1943, le groupe de Hambourg est démantelé et exécuté à son tour, à l'exception d'un d'entre eux, à savoir Falk Harnack, qui va avoir une biographie intéressante parce qu'il est relâché faute de preuves, donc incorporé à nouveau dans la Wehrmacht. Il va déserter, il est envoyé en Grèce, il va déserter, il va rejoindre les résistants grecs, il va survivre à la guerre et va devenir un cinéaste reconnu. C'est donc une vie étrange, mais passionnante, que celle de Falk Harnack. Maintenant, je voudrais parler des tracts, ce qu'on peut appeler la pensée de la rose blanche. Je voudrais commencer par une mise en garde. Pour comprendre ce qui animait les membres de la rose blanche, il faut que nous vidions notre esprit de toute une série de ce que j'appellerais les éléments, les stéréotypes de la pensée spontanée de la petite bourgeoisie intellectuelle française d'aujourd'hui. La première chose dont il faut se débarrasser, c'est de ce que j'appellerais l'idéologie bourdieu-rancière, c'est-à-dire l'idéologie qui considère que la distinction en tant que telle est un élément d'assujettissement à l'idéologie bourgeoise. Tout repose dans la résistance de la rose blanche sur la distinction, c'est-à-dire sur l'idée que les intellectuels ont un rôle spécifique à jouer dans la situation où se trouve l'Allemagne et que pour mobiliser les intellectuels, il faut leur parler un langage qu'ils entendent, parce qu'il y a un langage spécifique des intellectuels. Par voie de conséquence, par exemple, chose qui serait aujourd'hui jugée comme ridicule, inutile, le troisième tract commence par une citation en latin, ou d'autres tracts incluent des citations tirées de Schiller, de Goethe et d'œuvres relativement peu connues, y compris dans la culture allemande. Des citations de Lao Tse, des citations de Novalis. Tout cela, aujourd'hui, dans l'université française telle qu'elle est, serait considéré comme n'ayant pas sa place dans un tract. Qui est-ce qui ferait un tract aujourd'hui, mettons, je ne sais pas moi, contre le Front National, l'ex-Front National, contre le Rassemblement National, en commençant par une phrase en latin? Qui est-ce qui jugerait utile
de citer Corneille ou Racine, à la rigueur Victor Hugo, et encore, mais certainement pas Valéry ou Nerval. Tout cela serait rapporté au péché. C'est considéré aujourd'hui comme un péché, au péché de distinction. Eh bien, si on conserve cette approche, on ne peut pas comprendre le mouvement de résistance intérieure, que ce soit celui de la Rose Blanche ou que ce soit celui, un an après pratiquement, un peu plus d'un an après, du groupe d'officiers qui ont préparé l'attentat contre Hitler. Dans les deux cas, tout repose sur un rapport de distinction à la culture. Par exemple, les frères Stauffenberg, dans le groupe d'officiers qui préparait l'attentat contre Hitler, étaient des admirateurs du poète allemand, poète symboliste allemand, Stefan George, traducteur de Mallarmé, qui aujourd'hui considérerait comme opportun d'avoir la moindre connaissance de Mallarmé pour s'engager dans quelque résistance que ce soit. Eh bien, c'était comme ça. Deuxième préjugé qu'il faut mettre de côté, c'est la conviction spontanée que toute conviction religieuse fait obstacle à la résistance. C'est tout le contraire dans le cas de la Rose Blanche. L'ensemble des membres de la Rose Blanche sont, sauf Alexander Schmorell et Christopher Probst, sont des catholiques convaincus. Et comme je l'ai rappelé au point de départ, les textes qui ont compté pour Hans Scholl, ce sont les sermons de Monseigneur von Galen dénonçant le programme T4. Dans le cas d'Alexander Schmorell, il était orthodoxe convaincu, et il a même été canonisé par l'Église orthodoxe qui s'appelle elle-même l'Église orthodoxe hors frontières, c'est-à-dire pas l'Église orthodoxe qui a construit cette énorme cathédrale à bulbe que l'on a tout près d'ici, qui est l'Église orthodoxe russe, centrée autour du patriarcat de Moscou, mais une branche de l'Église orthodoxe qui considère qu'elle ne peut se déployer que hors des frontières de la Russie. Le quatrième préjugé auquel il ne faut pas céder, c'est ce que j'appellerais l'héritage de la tradition révolutionnaire, qui reste encore très puissant en France, à savoir que la lutte armée est essentielle, ou réciproquement que la non-violence est une preuve de faiblesse. Il n'y a pas de grande tradition de la non-violence en France. Et la résistance française, précisément, ne met pas la non-violence au poste de commandement. Dans le cas de la Rose Blanche, la non-violence est au poste de commandement. Et la forme de résistance à laquelle il est fait appel, c'est la résistance passive.
sauf que ce qu'ils appellent résistance passive, ils en donnent des exemples, eh bien c'est tout simplement le sabotage. Et le sabotage à une échelle aussi large que possible, puisque dans l'appel qu'ils adressent, le tract qui s'adresse à l'ensemble de la population allemande, c'est un appel au sabotage dans les usines d'armement, si l'on travaille dans les usines d'armement, dans les journaux, si l'on travaille dans les journaux, enfin, le sabotage partout où l'on exerce une activité et partout où cette activité peut servir le régime hitlérien. Quelques citations méritent d'être faites. Dans le premier tract, qui date donc de la fin juin 1942, un des premiers paragraphes énonce ceci: « Le peuple allemand, selon Goethe, relève d'une essence tragique comparable à celle des Grecs ou des Juifs. » Je me permets de vous signaler l'importance du fait que sous Hitler, on puisse dire, en se référant à Goethe, que le peuple allemand relève d'une essence comparable à celle des Juifs. Et la citation continue. « Aujourd'hui, il ressemble plutôt à un troupeau d'hommes lâches sans volonté, obéissant à tous les maîtres, prêts à se laisser mener à l'abîme. » Et il continue, je passe quelques paragraphes, « Où que vous soyez, organisez une résistance passive, une résistance, je souligne parce que c'est souligné dans le texte, à la manière allemande, c'est-à-dire en espaçant les caractères, une résistance, Widerstand en allemand, et empêcher que cette grande machine de guerre athée, le mot athée vous indique le point que j'évoquais tout à l'heure, la question de la foi religieuse, empêcher que cette grande machine de guerre athée continue de fonctionner. Fin du tract. N'oubliez pas que chaque peuple mérite le gouvernement qu'il tolère. Dans le deuxième tract, je n'ai pas le temps d'analyser plus en détail ce point, mais il mérite attention. On trouve les phrases suivantes. « Notre dessein n'est pas d'étudier ici la question juive. Nous ne voulons présenter aucun plaidoyer. » Alors c'est un passage extrêmement étrange, puisqu'il dit « Nous ne voulons pas évoquer la question juive, nous ne voulons pas faire de plaidoyer, autrement dit, nous ne ferons pas de plaidoyer en faveur des Juifs. » Et il passe tout de suite à un autre exemple dont ils savent qu'il va émouvoir bien davantage. Qu'on nous permette seulement de rapporter un fait, depuis la mainmise sur la Pologne, 300 000 Juifs de ce pays ont été abattus comme des bêtes. Qu'on ait sur la question juive l'opinion que l'on veut, les Juifs sont des hommes et ce crime fut commis contre des hommes. Puis il continue encore plus avant dans, si j'ose dire, l'abaissement du niveau. Mais la stratégie est assez claire. Un imbécile oserait-il dire qu'ils ont mérité leur sort? Ce serait une idée abominable. Mais cet imbécile, que pense-t-il du fait
que toute la jeunesse aristocratique polonaise ait été anéantie. Autrement dit, vous voyez que le texte tient compte. Ça fait partie, si j'ose dire, de la tactique de la non-violence, tient compte du fait que parmi les intellectuels à qui il s'adresse, une quantité non négligeable considère que les Juifs ont mérité leur sort. Et ils vont donc chercher un autre exemple. D'abord, un premier argument. Vous pouvez considérer les Juifs comme ayant mérité leur sort, mais ça reste des hommes. Donc ça reste de toute façon, la mort de 300 000 Juifs, ça reste de toute façon quelque chose d'inouï en ce qui concerne l'humanité. Et deuxième exemple, mais bon, puisque les Juifs, ça ne vous touche pas, que pensez-vous de la jeunesse polonaise quand il s'agit de nobles polonais, catholiques, raffinés, etc. Et le texte se termine, je veux dire le tract, « Notre peuple continue de dormir d'un sommeil épais, qu'il ne se contente pas d'une vague pitié, il doit avoir le sentiment d'une faute commune, d'une complicité, chacun est coupable, coupable, coupable. » C'est pourquoi, je répète, il faut se débarrasser du stéréotype. Il est clair que le début du tract est un début dont personne aujourd'hui ne peut se satisfaire en ce qui concerne la question juive. Mais il faut comprendre que ceux qui l'écrivent ne s'en satisfont pas. C'est pour eux, ce qu'il s'agit pour eux de faire, c'est de faire levier à partir de l'exemple qui suscitera la manière la plus efficace une émotion, de faire levier pour rappeler ce qui leur paraît essentiel. Celui qui ne fait rien contre Hitler en ce moment ne peut pas dire qu'il n'est pas complice de Hitler. Il est coupable, coupable, coupable. Dans certains textes, vous avez clairement une influence de la rhétorique chrétienne, orthodoxe. Par exemple, dans le 4e tract, Hitler est ouvertement présenté comme une figure démoniaque, comme l'ange déchu, comme la force du mal. Chaque parole qu'Hitler prononce est un mensonge. Quand il dit paix, il pense guerre. Et s'il cite en blasphémant le nom du Tout-Puissant, il ne songe qu'à la force du mal, à l'ange déchu, à Satan. Sa bouche est la gueule puante de l'enfer, réprouvée est sa puissance. Ensuite, le tract parle de l'existence réelle des puissances démoniaques et se termine par un appel que je résume. « Peux-tu, toi qui es chrétien, hésiter encore ?» Dans le 5e tract, qui est un appel à tous les Allemands, on a un exposé de la manière dont un avenir est envisageable. D'où qu'elle vienne, la conception impérialiste de la puissance doit être à jamais rendue inoffensive. Les peuples européens auront à s'unir et à travailler ensemble pour jeter les bases d'un nouvel édifice. Toute centralisation fondée sur la contrainte doit rencontrer une opposition irréductible. L'Allemagne future ne peut être que fédéraliste. Seule une saine organisation fédéraliste des États donnera une nouvelle vie à l'Europe affaiblie. L'illusion de l'économie autarcique doit cesser en Europe.
liberté de parole, liberté de croyance, protection des citoyens contre l'arbitraire des États, telles sont les bases de l'Europe nouvelle. Je résume, vous avez là le programme de la démocratie chrétienne allemande et de son ralliement à l'idéal européen. Autrement dit, et Dieu sait que je suis moins de ceux qui refusent absolument qu'on parle des origines chrétiennes de l'Europe. Mais la vérité m'oblige à dire que le moteur de la résistance de la Rose blanche, c'est la conviction que l'Europe trouvera sa reconstruction possible en revenant à ses origines chrétiennes. C'est un fait historique. C'est une donnée historique. Quant au 6e tract, il commence par la phrase « La défaite de Stalingrad a jeté notre peuple dans la stupeur ». C'est ce que je vous disais, la défaite de Stalingrad fait qu'on entre dans un autre monde. Et très curieusement, le texte se termine par une mise en parallèle de la résistance à Napoléon de 1813, le renversement de Napoléon, et en 1943, espère-t-il, le renversement de la terreur nazie. Bérésina et Stalingrad flambent à l'est, les morts de Stalingrad nous implorent, nous nous dressons contre l'asservissement de l'Europe par le national-socialisme dans une affirmation nouvelle de liberté et d'honneur. Autrement dit, non seulement vous avez une référence constante au christianisme, mais en plus, vous avez une référence, après Stalingrad, à une résistance de type national, la résistance allemande de type national contre une figure de dictateur, que ce soit celle de Napoléon ou que ce soit celle de Hitler. On ne peut pas comprendre, je le répète, la vérité du mouvement de la Rose blanche, sa grandeur. Je reprends une expression que Heidegger emploie à l'égard du mouvement national-socialiste, la grandeur interne du mouvement de la Rose blanche. On ne peut pas le comprendre, on ne peut pas comprendre cette grandeur interne si on part de nos stéréotypes d'aujourd'hui. Quelque chose se révèle concernant le nazisme dans ce qu'on pourrait appeler cette double face du mouvement de la Rose blanche. C'est le double aspect d'un régime qui veut à la fois transformer la société en éliminant des groupes, les juifs, les tziganes, les malades mentaux, etc., mais conserver les structures anciennes, l'aristocratie, la bourgeoisie, l'Église, en la réorganisant, etc. Le paradoxe, c'est qu'à un moment donné, la bourgeoisie allemande, que le nazisme n'avait pas le vœu de détruire, est revenue en quelque sorte à ses valeurs du XIXe siècle. Et d'un certain point de vue, c'est l'inverse de ce qui se passe en Union soviétique, où il n'y a pas de lutte contre des groupes, mais des luttes contre des classes qu'il s'agit de détruire.
Le nazisme ne détruit pas des classes, il détruit des groupes. Il ne touche pas à la propriété des non-juifs, il ne touche pas à la propriété de l'aristocratie, il ne touche pas à la propriété des petits bourgeois ou des moyens bourgeois, mais du coup, les valeurs héritées de la petite bourgeoisie et de la moyenne bourgeoisie vont faire que cette petite bourgeoisie et cette moyenne bourgeoisie et cette aristocratie, notamment militaire, va cesser de se reconnaître dans Hitler. Il n'est pas étonnant que l'Allemagne ait été divisée après 1945, puisque vous avez d'un côté l'Allemagne de l'Ouest, dite de l'Ouest, qui, d'un certain point de vue, va se présenter comme l'Allemagne de la bourgeoisie qui retrouve ses valeurs héritées. Et bien entendu, le catholicisme, ou de manière plus large, le christianisme, y occupe une place essentielle. Mais l'Allemagne de l'Est va regarder de l'autre côté, c'est-à-dire de ce côté qui a joué un rôle bref, mais important pour la Rose Blanche, c'est-à-dire l'expérience de la guerre à l'Est et la rencontre dont on commence à mesurer l'importance des Allemands portant l'uniforme de la Wehrmacht avec des Allemands émigrés, des Allemands de gauche émigrés et qui ont fait un travail de rapprochement. Il y a eu des tracts communs signés par des anciens combattants de Stalingrad et des émigrés allemands de gauche vivant en URSS. Et, à mon avis, quelqu'un comme Alexander Schmorell a dû entrer en relation, sans doute Scholl également, a dû entrer en relation avec des émigrés allemands de ce type. Les anciens combattants de l'Est, parmi eux, en particulier le maréchal von Paulus, le vaincu de Stalingrad, ont choisi l'Allemagne de l'Est. Parce qu'ils avaient rencontré, sous la forme de l'adversaire, mais ils avaient rencontré, sous la forme de l'adversaire, une figure tout autre que celle que la Rose Blanche rencontre à Munich, ville catholique, ville universitaire, et à laquelle elle va rester fidèle et qui va devenir la base idéologique de la construction de l'Allemagne de l'Ouest. Je vous remercie de votre attention. Oui. Bonsoir, je voudrais vous demander des précisions sur deux ou trois précisions. Ici, au premier rang. Non, il ne me voit pas, hein. Je suis au premier rang. Il faut que je mette mes lunettes, alors. Pardon? Il faut que je mette mes lunettes. Mettez vos lunettes et regardez au premier rang. Ici, voilà. Les bombardements les plus terribles sur les villes allemandes, c'est postérieur à la fin de la Rose Blanche. Bien sûr, mais ça a commencé, la période des bombardements a commencé déjà, et en quelque sorte, ça n'a pas cessé de s'intensifier. Mais c'est effectivement déjà commencé. D'ailleurs, ils font allusion dans leur tract aux villes allemandes en ruine. Alors voilà.
ce n'est pas encore, si j'ose dire, l'étape finale des bombardements. Et comment ça, qu'est-ce que c'est que ce chiffre de 300 000 juifs? D'où sort ce chiffre? C'est eux qui le donnent, je ne sais pas. Oui, j'ai bien compris, mais à votre avis? Je n'ai pas de... C'est 300 000 juifs de Pologne ou européens? Oui, c'est de Pologne. Là, c'est de Pologne. Il n'est pas question des juifs d'Allemagne. C'est bizarre quand même, ça. Il n'est pas question des juifs d'Allemagne. Il n'est pas question des juifs d'Allemagne. D'ailleurs, la question des juifs d'Allemagne, de la déportation des juifs d'Allemagne est une question compliquée. Le calendrier, si j'ose dire, n'est pas un calendrier simple. Il y a eu des déportations, des vagues de déportations successives, il y a eu des... Bon, mais là, il parle donc de la Pologne et de juifs polonais. La Pologne est... Alors, il est possible que tout simplement, mais je n'ai pas d'informations particulières, je n'ai pas fait de recherche, mais il est possible qu'il le tire tout simplement du fait que les SS se soient fait gloire d'avoir réglé le sort de 300 000 juifs en Pologne. C'est pas impossible. Là, je ne peux pas vous répondre d'où il tire le chiffre. Bon, j'ai d'autres questions à reposer, mais après. Oui. Oui, ma question était sensiblement la même. 300 000 juifs de Pologne, où ont-ils pris l'information? Et pourquoi, alors qu'on parle de 1943 et que la solution finale c'est 1942, nulle part n'est-il fait mention des camps de concentration? Ça c'est une question. Et deuxièmement, c'est une affirmation. J'ai lu la biographie de Merkel. Je ne suis pas particulièrement fan de Merkel. Mais je suis été absolument abasourdi par le fait que cette femme émaille ses discours de référence à Dieu. Pour un Français, c'est surréaliste. Enfin bon. Le deuxième point n'est pas une question, c'est une information. Le deuxième point n'est pas une question, c'est une information. C'est une information qui, à mon avis, est connue. Enfin, moi, je ne la connaissais pas quand j'ai lu sa biographie. Mais de la même façon, j'ai lu une biographie de Hitler par un pasteur allemand. Hitler émaillait ses discours de citations, de références à la Bible et la même chose. C'est pourquoi dans les tracts de la Rose Blanche se fait mentionner comme faisant partie des propos mensongers que tient Hitler. C'est un passage presque lyrique où Hitler est présenté presque comme comme une figure démoniaque et le démon est parfaitement capable de reprendre à son compte la parole de Dieu. Ça ne pose pas en soi de problème. Dans le cas d'Angela Merkel, la biographie d'Angela Merkel, pour être complète, il faut rappeler qui est le père d'Angela Merkel et la raison pour laquelle Angela Merkel est née en Allemagne de l'Est. C'est que le père d'Angela Merkel était pasteur à Hambourg et a considéré qu'il était de son devoir comme pasteur d'aller porter la parole évangélique sous un régime athée. C'est tout à fait clair. Donc, Angela Merkel a été élevée dans un milieu qui est un milieu chrétien, protestant en l'occurrence, mais chrétien.
qu'elle cite Dieu ne me paraissent pas du tout surprenants. Ce qui est très surprenant en vérité, c'est ce dont les Français ne se rendent pas compte, c'est que ce sont les hommes politiques français qui sont exceptionnels. Le fait que les hommes politiques français ne citent pas le nom de Dieu, et s'ils le faisaient, se ferait très fortement, très vertement tensé au nom de la laïcité, c'est une exception française. Donc, je suis pas du tout étonné que Angela Merkel cite Dieu, la Bible, comme un homme politique néerlandais le ferait, ou comme un homme politique suédois le ferait, et comme un homme politique états-unien ou britannique le ferait. Je répète, le Danemark, jusqu'à il y a 3 ans, avait une église officielle. Et c'est seulement il y a 3 ans que l'État a cessé de reconnaître une église officielle comme église officielle du Danemark. Donc, voilà un exemple de ce que j'appelle les stéréotypes. Nous, petits bourgeois français, considérons qu'il est extraordinaire qu'un homme politique ou qu'une femme politique cite le nom de Dieu. Ça nous paraît presque monstrueux. Mais c'est le contraire qui est monstrueux. Et c'est unique, en réalité. La France est un des rares pays. Depuis que l'Union soviétique a disparu, la Russie n'est pas un endroit où le nom de Dieu soit exclu du langage politique, loin de là. Il l'était à l'époque de l'Union soviétique. Donc, oui, Angela Merkel cite le nom de Dieu. Alors, quant au nom, je répète, je ne peux pas vous dire d'où vient le chiffre de 300 000. Alors, sur la question de Wannsee et de la solution finale, eh bien, je me permets de dire ce que je crois vrai, c'est que très peu d'Allemands ont eu simplement connaissance de l'expression solution finale. Très peu d'Allemands ont eu connaissance de la conférence de Wannsee. Il ne faut pas, si vous voulez, on est passé d'un extrême à l'autre. On est passé d'un extrême qui était le peuple allemand innocent, ou en tout cas repentant, plus exactement, mais le repentir efface la faute, à un peuple globalement coupable parce que tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant des camps tels que Buchenwald, Dachau, etc. Mais les camps d'extermination, ça n'est pas du tout la même chose. Pardon ? Ah oui, non mais les crimes. On m'a posé une question sur la solution finale. Le pillage, les crimes, tout cela, certes, et c'est d'ailleurs mentionné dans les tracts de la Rose Blanche. Et le dernier tract dit même, d'une manière très frappante, que le peuple allemand, s'il ne résiste pas à Hitler, va devenir le peuple haï de toute la terre. Ces crimes sont tels, les crimes dont il se sera rendu complice parce qu'il n'aura pas résisté, ces crimes sont tels qu'il va être un peuple haï de toute la terre et rejeté par la terre entière. Donc, on ne peut pas dire que les rédacteurs du tract aient une idée faible des crimes allemands et des crimes nazis. Mais est-ce qu'ils ont eu une connaissance précise
de ce qu'était la solution finale, je ne le crois pas. Et j'irais même plus loin. La question des chambres à gaz, qui est pour moi une question fondamentale dans l'extermination, la question de savoir qui, y compris dans l'appareil nazi, savait ce qu'était une chambre à gaz, je ne suis pas du tout sûr que c'était une connaissance absolument générale. On raconte que Himmler n'a pas supporté. Quand il est venu la première fois dans un camp d'extermination, il a vomi. Il n'a pas supporté la vue d'un camp d'extermination. Alors que les camps de concentration, je répète, je maintiens cette différence, camps de concentration, camps de travail, etc., étaient des choses qui étaient connues de tous. Les industriels voisins ont utilisé comme ouvriers des prisonniers des camps de concentration. Ça, aucun doute là-dessus. De la même manière, les pillages, bien entendu. Il n'y a aucun doute là-dessus. Si vous me demandez ma position personnelle en plus, je considère que le fameux miracle allemand, c'est-à-dire reconstruction d'une économie florissante de l'Allemagne en quelques années après 1945 ne peut pas s'expliquer si on ne fait pas intervenir ce que Marx aurait appelé une accumulation primitive, c'est-à-dire tout simplement l'accumulation sous forme d'argent épargné. Le coup de maître du ministre des Finances d'Adenauer, à savoir Erhard, ça a été que ces billets qui auraient pu être réduits à rien et mis à la poubelle, il en a fait quelque chose. C'est-à-dire qu'il a dit, vous pouvez aller dans la Banque fédérale, les échanger à raison de 10 Reichsmark pour un Deutschmark. Et du coup, des gens qui avaient fait des économies tout simplement parce que oui, il y avait des biens, au lieu d'être comme à la période de l'inflation, dans une période où l'argent papier est quelque chose qui ne vaut même pas le papier sur lequel on imprime, entre dans une période où l'argent papier vaut quelque chose. Et je pense que oui, le pillage de l'Europe entière, et en particulier le pillage des biens juifs, est une des bases du miracle allemand à partir de 1945. Ça, c'est la face noire de l'Allemagne d'après 1945. Avec la Rose Blanche, j'ai présenté une face claire. Je crois qu'il le méritait. Il méritait qu'on parle d'eux en termes de clarté et de courage. Mais cela ne veut pas dire qu'il donne le dernier mot de ce qu'a été l'Allemagne qui a survécu après 1945. Certainement pas. Certainement pas. Mais leur existence a permis la mise en place d'un discours. Eux-mêmes, en étant des porteurs nobles, le discours lui-même n'étant pas forcément toujours aussi noble que celui que l'étaient ses porteurs et ses fondateurs, disons. Oui, moi j'ai quelques questions courtes. La Rose Blanche, c'est des distributions de tracts. À votre avis, il y a eu combien de tracts distribués au total? Deuxième chose, la Rose Blanche, il y a à peu près 10 hommes exécutés, c'est à peu près ça, au total. Et ma troisième question, qui est une question délicate, donc vous répondrez ou vous ne répondrez pas, l'archevêque.
qui a bien aidé la Rose Blanche parce qu'il a dit c'était insupportable. Je ne comprends pas, déjà depuis longtemps, l'archevêque parlant comme ça, pourquoi le pape n'est pas intervenu. Un archevêque intervient, mais le pape n'intervient pas. Merci, monsieur. Mais c'est une question délicate. Hein. Merci, monsieur. Sur le premier point, apparemment, enfin, la source, elle est, je la crois honnête, je ne la crois pas. La source fondamentale, c'est le livre d'Inge Scholl, la sœur cadette de Sophie Scholl, enfin de Sophie et de Hans Scholl, qui a écrit un livre qui s'appelle La Rose Blanche, et qui est ce sur quoi tout le monde s'appuie pour parler de La Rose Blanche. C'est un livre honnête, je veux dire, qui ne falsifie pas. Mais je ne prétends pas qu'il représente une source où on puisse trouver une réponse factuelle, en quelque sorte de béton, sur la question du nombre de tracts. Il semblerait que, par exemple, les tracts envoyés par la poste étaient de l'ordre de 2000. 2 milliers, disons. Les tracts pas diffusés, ce n'étaient pas des distributions de tracts, c'était des tracts lancés en quelque sorte, ou déposés, par exemple, la nuit. Une pile de tracts était déposée dans un couloir de l'université de Munich, où ils étaient lancés du haut des escaliers et ils tombaient comme des flocons de neige sur les étudiants. Là, on raisonne aussi en termes de 2 ou 3 milliers. Donc, s'il y a eu tract par tract, il y a peut-être eu au fil du temps un peu plus de tracts, mais je pense qu'il faut raisonner en termes de 5 à 6 000 tracts par tract, quelque chose comme ça. Quant à la diffusion après, c'est très difficile à déterminer, puisque c'est comme les samizdat en URSS. Le fait que quelqu'un ait un tract, ça peut vouloir dire que 20 personnes autour de lui l'ont lu, etc. Là, on est dans une... au-delà de ce qu'on peut... On ne peut faire que des supputations. La deuxième question, c'était... Ils sont morts à combien? Combien de morts? Il y a eu 8 morts? Combien de morts? J'ai pas compris la question. Combien de jeunes gens ou jeunes femmes ont été exécutés? 8? Dans cette... alors, si on prend uniquement la Rose Blanche de Munich, je reprends ma fiche. Non, mais monsieur, ça fait entre 5 et 10. Pardon? Ça va faire entre 5 et 10. Oui, c'est ça. C'est tout. Ça me va très bien. Et alors, le pape? Alors, pour le pape... Merci. Pour le pape, je n'ai franchement pas de réponse à apporter concernant le pape, sauf une. Vous me direz qu'elle est fondamentale. C'est que le pape, je ne suis pas de ceux qui croient que le pape est choisi par le Saint-Esprit. Donc, c'est une personne qui a son histoire propre. Le cardinal Pacelli donc Pie XII, a commencé sa carrière en Allemagne,
où il a vu de ses yeux la révolution spartakiste. Et il a été terrifié. Il a été terrifié, et de façon globale, à la différence du pape actuel, pour qui l'Europe n'est pas très importante, pour le pape Pie XII, la question d'une Europe catholique, pas chrétienne, catholique, était une question fondamentale. Fondamentale. Que l'Allemagne puisse ne pas être un pays où l'Église catholique était une puissance dominante était pour lui absolument fondamental. Et donc, ça impliquait, de la même manière que son prédécesseur avait conclu un accord avec Mussolini, et en échange, il faut rappeler ce qui s'est passé en Italie. L'Italie jusqu'au concordat signé avec Mussolini, l'Italie est un pays où le pape se considère comme prisonnier, où il n'a pas de domaine, où il n'a pas d'existence. Enfin, le régime, le roi d'Italie, pour lui, n'a pas d'existence, et il considère que lui, le pape, n'a pas d'existence aux yeux du roi d'Italie. Par voie de conséquence, la monarchie italienne avait mis en place un système anticlérical dans l'enseignement, en reprenant comme exemple la Troisième République française. Ça a été le règne de la grande bourgeoisie franc-maçonne, très opposée à l'Église. C'est décrit dans certains films. Il y a un film, je crois, de Comencini qui s'appelle La Grande Bourgeoise, qui décrit ça très, 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 très bien. Comment la grande bourgeoisie turinoise, par exemple, est une grande bourgeoisie où les hommes sont francs-maçons, les femmes vont à l'église, bien sûr, mais les hommes sont francs-maçons et tiennent l'église à l'écart. Le pape arrive, à l'issue de la Première Guerre mondiale, à conclure un concordat avec le nouveau gouvernement italien. C'est toujours la monarchie, mais le président du Conseil, c'est Mussolini. Et Mussolini arrive, j'ai dit, je suis le nouveau Napoléon. Napoléon a fait un concordat, et moi, nouveau Napoléon, je vais conclure un concordat. Ça s'appelle les accords de Latran. Les accords de Latran reconnaissent au pape un territoire, petit territoire, mais un territoire. Il y a un statut, il y a des ambassades, l'armée allemande n'a pas franchi, pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'armée allemande n'a pas franchi les limites de ce territoire. Il y a eu un film là-dessus, on voit que la Wehrmacht patrouille autour du territoire du Vatican, mais se garde bien de mettre un pied au-delà de la frontière marquée, mais évidemment, il y a un échange. Et l'échange, c'est quoi? Eh bien, c'est le retour des crucifix dans les écoles, c'est l'enseignement religieux obligatoire dans les écoles, c'est le contrôle des curés sur les instituteurs, c'est-à-dire tout le renversement de la mise en place de l'enseignement laïque que la monarchie auquel la monarchie avait procédé pour les raisons que j'ai expliquées, à savoir qu'elle avait annexé les États du pape, etc. Eh bien, le pape Pie XII s'est dit, mais Mussolini, tout le monde sait qu'il n'était pas chrétien. Ouvertement, Mussolini a écrit des textes où il dit « J'admire le catholicisme parce que c'est une puissance d'ordre, etc. mais le christianisme, c'est la religion des pauvres. » Il cite Machiavel, le christianisme énerve, affaiblit les peuples, etc. Bon. Pie XII dit « Si
signant un concordat avec Mussolini, qui n'était pas chrétien, l'Église italienne est redevenue la principale puissance de l'État italien. Pourquoi n'obtiendrais-je pas, moi, cardinal Pacelli, devenu pape, vu mon intelligence, mon savoir-faire, c'était un diplomate de métier, pourquoi n'obtiendrais-je pas la même chose du gouvernement allemand? Et il a joué la carte de la victoire allemande. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Pourquoi ne l'aurait-il pas fait? En face de l'Allemagne, qu'est-ce qu'il y a en Europe? Il y a les Anglais, sont les protestants. Il y a les États-Unis, devenus alliés des Anglais, enfin, militairement essentiels, et prêts à intervenir sur le continent européen, ce sont des protestants. Et puis, à partir d'un certain moment, la Russie, enfin l'URSS, puis État athée. Pour lui, il n'y a pas de problème. Il faut choisir l'Allemagne. Mais si on veut choisir l'Allemagne, eh bien, il y a un prix à payer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas condamner la politique hitlérienne dans quelque domaine que ce soit. Donc le pape s'est bien gardé d'intervenir sur les malades mentaux. Ça a été le rôle des évêques du lieu. Pas si nombreux que ça d'ailleurs, un seul, Monseigneur von Galen, l'évêque de Münster. Bien entendu, pas un mot sur les Juifs. Alors même que, même en France, où Dieu sait que la hiérarchie n'était pas toujours d'un courage extrême, il y a eu des déclarations prudentes, mais quand même. Donc, non, je crois que la position du pape, elle est très facile à comprendre une fois qu'on a compris que le pape n'est pas le représentant de Dieu sur terre, mais le représentant de la puissance ecclésiastique en Europe. Aujourd'hui, le pape actuel, qui considère l'Europe comme de toute façon sans aucun intérêt, aurait des comportements tout à fait différents. Je vous en prie. Je peux encore poser deux questions. La première, c'est quelle est la diffusion, je ne dis pas exacte parce qu'on ne peut pas en avoir d'idée, mais l'action T4, par exemple, comment a-t-elle été connue? Je vois bien que sur le front de l'Est, on a appris beaucoup de choses, les jeunes soldats ont appris beaucoup de choses, mais l'action T4, par exemple, c'est-à-dire l'extermination des trisomiques, des malades mentaux, des autistes, non, et l'action du docteur Asperger qu'il ne faut pas rater, qui était un nazi qui est fait. Oui, là on serait obligé d'entrer dans des... Bon, matériellement, il y a eu en Allemagne, au sens étroit du terme, c'est-à-dire pas en Autriche. C'est-à-dire qu'il semblerait, je mets bien, il semblerait qu'il s'est passé en Autriche des choses pires qu'en Allemagne, pour des raisons qui tiennent peut-être à, par exemple, dans le cas d'Asperger, du docteur Asperger, à une sorte de lâcheté personnelle. Il a envoyé des enfants en sachant très bien qu'ils allaient être exécutés, mais ce n'était pas sous ses yeux. Il ne le voyait pas. Donc, il est possible disons, pour dire les choses autrement, l'Autriche, au sens étroit du terme, héritait d'une tradition administrative extrêmement brillante, au sens efficace.
l'administration autrichienne était la meilleure du monde sous l'Empire. Et je pense qu'elle était plus efficace que l'administration allemande. Et en l'occurrence, ça a permis la mise en place plus systématique d'un certain nombre de procédures. Cela dit, c'est le sentiment que j'ai en lisant cette partie spécifique du programme qu'est le traitement des enfants et la mise à mort des enfants supposés arriérés mentaux, qui a été, semble-t-il, plus systématiquement, enfin, mené à bien, à terme, plus systématiquement à Vienne qu'à Berlin. Et ma dernière question, c'est quel est le statut de la rose blanche en Allemagne maintenant? Au moment où je parle, disons qu'il y a eu un moment où ça a été vraiment, comme je le disais, la face lumineuse de l'Allemagne de l'Ouest. Si on voulait parler si j'ose dire, d'un patriotisme de constitution, autrement qu'en termes, on pourrait dire qu'en termes habermasiens, justement, on pourrait dire qu'ils ont donné une sorte de fondement d'idéal à ce patriotisme de constitution. Alors, aujourd'hui, on a une Allemagne qui est totalement différente. Je veux dire par là que l'Allemagne de l'Est ne se reconnaît pas spécialement dans cette forme-là de résistance. Je ne dis pas qu'elle l'ignore ou qu'elle la méprise, mais ce n'est pas pour elle une forme de résistance essentielle. Pour elle, pour ceux qui, précise mon propos, ceux qui gardent de l'Allemagne de l'Est le sentiment qu'il y a un héritage à préserver de l'Allemagne de l'Est. Et, comme vous le savez, il y a une partie de l'opinion allemande à l'Est, enfin dans l'ancienne Allemagne de l'Est, qui considère qu'il y a quelque chose à conserver, que tout n'était pas, se résumait pas à la Stasi, que ça avait été aussi la mise en œuvre d'un héritage d'un antifascisme résolu dans les années 30. Pour ceux-là, la rose blanche ne correspond absolument pas à ce qui leur importe. Ce n'est pas là qu'ils voient la résistance. Ils la voient du côté de la Rote Kapelle, en fait, de l'Orchestre Rouge. C'est pourquoi je l'ai mentionné. L'Orchestre Rouge correspond beaucoup plus à cet héritage de la résistance qui va donner lieu non pas à l'Allemagne de l'Ouest, mais à l'Allemagne de l'Est. Parce que je répète, l'Allemagne de l'Est ne se résume pas à ce qu'elle est devenue au fil des années. Au moment de sa fondation, c'est pas la Stasi, c'est vraiment l'héritage de l'antifascisme résolu de l'Allemagne weimarienne. Après tout, le régime hitlérien, il n'a duré que 12 ans. Donc des gens qui avaient 30 ans en 1933, ils avaient 42 ans. Ce n'étaient pas des vieillards chenus, etc. Donc il y a eu, dans les premières années de l'Allemagne de l'Est, le sentiment d'une continuité avec l'antifascisme des années 30, ceux qui avaient combattu Hitler, son ascension. Il reste quelque chose de cet héritage-là aujourd'hui, mais bien entendu, pour eux, l'aspect profondément chrétien de la rose blanche leur paraît
quelque chose en quoi ils ne se reconnaissent pas du tout. On considère ça comme superfétatoire, disons. Alors, l'autre question concernant l'Allemagne d'aujourd'hui, c'est la question qui se pose dans d'autres termes, mais aussi pour la France. Quelle place occupe le souvenir de la résistance en France aujourd'hui? Quand Sarkozy a fait lire la lettre de Guy Môquet, il y a eu plus de sarcasme que d'acceptation. Donc je crois que quelque chose de cet ordre se produit, de comparable, se produit en Allemagne. D'un certain point de vue, le type d'émotion que peut susciter la lettre de Guy Môquet, on peut le retrouver, avec évidemment des différences, dans les textes très écrits, très réfléchis, des tracts très écrits, très réfléchis de la Rose Blanche. Mais la comparaison se retourne, c'est-à-dire que Guy Môquet, mis à part la tentative de Sarkozy, qui a été saluée, je me le rappelle, plutôt par des sarcasmes, et qui aujourd'hui, je ne vois personne, je ne vois pas, par exemple, Macron tenter de faire revivre, bien entendu, la résistance globalement. Mais par exemple, quand on a fait entrer Pierre Brossolette au Panthéon, la seule réaction, ça a été la protestation de la part des amis de Jean Moulin, en disant que c'était une honte. Alors que Pierre Brossolette a été un résistant engagé, courageux, intelligent, cultivé. Enfin, bon. Mais personne, en dehors de cette protestation, n'a été sensible ça n'a pas du tout été un événement. Donc, je ne vois pas du tout pourquoi, dans l'Allemagne d'aujourd'hui, la résistance allemande intérieure au nazisme compterait plus que la résistance française ne compte en France. En plus, dernier ajout, qu'est-ce qui bouge en Allemagne? C'est le retour de la référence au nazisme. Les groupements qui font le salut nazi, et ça n'est pas de l'esthétisme comme dans le Rassemblement national, où bon, Marine Le Pen ne cite jamais Hitler comme parmi ses références. C'est pas vrai. Alors qu'en Allemagne, il y a des gens qui citent Hitler. Et pourquoi après tout? C'est Malraux qui posait la question, disait « Nous, Français, avons fait de Napoléon un héros. » Alors que l'ensemble de l'Europe le considérait comme un dévoreur d'enfants. Qu'est-ce qui empêche, c'est pas moi ce qui pose la question, c'est Malraux que je cite, qu'est-ce qui empêche que l'on restaure une forme de gloire pour Hitler? Sa réponse était très juste. Il disait que l'obstacle à ses yeux infranchissables, c'était les camps d'extermination, c'était les chambres à gaz. Mais j'ai vécu assez longtemps, comme vous, cher ami, pour savoir que la sensibilité s'émousse au fil du temps. Pour moi, les chambres à gaz restent quelque chose à l'égard de quoi je suis extraordinairement, disons, engagé. Non seulement sur leur existence, mais sur le caractère scandaleux de toutes les formes de négationnisme. Mais je vois autour de moi que des gens plus jeunes, c'est quelque chose qui n'occupe pas beaucoup d'espace mental. Non. Je sais bien que le pire n'est pas toujours sûr, mais le meilleur non plus. Alors, je conclurai là-dessus.